Qu'est-ce que tu cherches? « 2050. Nous sommes 9 milliards d'êtres humains sur Terre. 9 milliards d'hommes et de femmes pour lesquels il faut produire de la nourriture, de l'eau, de l'énergie, et les mesures de protection de l'environnement sont drastiques. À l'aube de cette démographie croissante, une voie est née, celle de la chimie verte. Ses principes ? Une chimie qui économise les matières premières, limite les dépenses énergétiques, met au point de nouveaux matériaux efficaces pour produire en utilisant les énergies renouvelables. Et quel est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers ? C'est l'hydrogène, oui, mais sous sa forme verte, non issue des énergies fossiles. Mais est-elle devenue facilement stockable et transportable ? C'est de cet enjeu dont on va parler aujourd'hui dans Qu'est-ce que tu cherches ? Avec notre invité, Alain Higaud, chercheur CNRS au laboratoire de chimie de coordination de Toulouse. Alain Higaud, bonjour. Bonjour Valérie. Dans ton laboratoire, 250 personnes travaillent dans les domaines de la chimie des métaux et des hétéroéléments, avec comme application la catalyse, les matériaux moléculaires ou encore les nanosciences. Comment travailles-tu au quotidien ? Je te propose un petit détour dans ton laboratoire pour le découvrir. Donc là, vous me donnez des lunettes parce qu'on ne rentre pas dans un labo sans lunettes. C'est ça. Donc ça, c'est le spectre qu'on a fait l'autre jour dans le THF. Ouais. Et en fait, tu vois, dans les signaux phosphore, je comprends pas parce que normalement, on ne devrait pas avoir autant de pics là comme ça, en fonction des atomes qu'on a dans la molécule. Donc je sais pas. T'as fait un découplage proton Oui, sélectif. J'ai fait, mais en fait, je comprends pas pourquoi on a une telle forêt. Ouais, alors pour savoir si tu as le mélange, il faudrait faire une expérience 2D là. Il faudrait faire un proton-carbone, découpler phosphore. Et là, je pense qu'on pourrait s'en tirer là. On entend des tas d'instruments pour réaliser les expériences et tu n'es pas tout seul. D'ailleurs, la chimie, c'est une science divisée en plusieurs branches. On parle de chimie physique, analytique, organique ou inorganique pour étudier la matière et ses transformations. Et toi, quel chimiste es-tu ? Alors peut-être avant de tenter de décrire quel chimiste je suis, si tu le permets Valérie, j'aimerais attirer l'attention de l'auditeur pour faire passer en premier ce message et pour dire que la chimie c'est la vie. Ce sont des transformations chimiques qui ont permis la vie et donc bien évidemment elle est présente dans le domaine du vivant. Alors le vivant c'est qui ? C'est le règne animal, c'est le règne végétal, mais c'est tout ce qui nous entoure également dans notre vie, tous les bâtiments qu'on a autour, les véhicules qu'on utilise et qui nous permettent d'avoir le confort de vie dans lequel nous vivons. Donc je dirais en résumé que même si la chimie fait partie de ce qu'on appelle des sciences dures au même titre que la physique et les mathématiques, il n'en demeure pas moins que la chimie trouve des applications dans toute notre vie. Je suis un chimiste qui utilise les éléments du tableau périodique de Mendeleïev, dont vous avez dû voir dans vos cours au moins une fois dans votre vie. Petit souvenir de 4e au moins. C'est à peu près ça. Donc il y a plein d'éléments dans ce tableau et c'est avec ces éléments que je développe la chimie que je fais actuellement. Alors mes activités concernent l'utilisation de ce qu'on appelle les hétéroéléments. Donc pour donner un exemple, c'est le silicium, le bore et le phosphore par exemple. Et ces éléments, je les associe aux métaux de transition. Et donc là, voilà, j'étudie en assemblant tous ces éléments des nouvelles espèces. J'essaye de mettre au point de nouvelles espèces puisque notre mission, c'est de développer la connaissance. C'est ça la recherche fondamentale ? Alors, la recherche fondamentale, c'est évidemment faire progresser la connaissance et ensuite, toutes les propriétés qu'on peut utiliser de nos espèces, on essaye évidemment de trouver une application et là, ça commence à être de la recherche et développement. Et donc là, il nous faut par contre des aides industrielles pour ça. Donc on va d'abord aux frontières de la recherche avant d'aller vers des applications possibles. Tu l'as évoqué, on va parler du projet Catenji. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors le projet Catenji concerne l'hydrogène. Alors il faudrait parler plutôt, parce que l'hydrogène c'est l'élément, il faudrait parler, pour être plus correct, du dihydrogène. Donc le dihydrogène c'est un gaz dans les conditions normales, sur notre planète, à la surface de notre planète. Et ce projet concerne plus précisément le stockage et le relargage du dihydrogène. Le dihydrogène, il est considéré comme la source d'énergie du futur parce qu'il est décarboné.
Comme j'ai dit, c'est un gaz, mais évidemment, il est plus facile de stocker ce gaz sous la forme d'un liquide. Et ça a été au départ, ce qu'on voulait faire dans ce projet, c'est transformer le dihydrogène en liquide, donc pouvoir le stocker sous forme liquide, mais ensuite pouvoir le relarguer à façon, quand on en a besoin. Pour cela, on voulait utiliser, donc puisqu'il y a 2 transformations, il y a le stockage et le relargage, pour ces 2 transformations, on voulait utiliser le même catalyseur, utilisé dans des conditions différentes, mais qui puisse donc stocker l'hydrogène, le transporter, et ensuite le relarguer, et toujours avoir ce même catalyseur. Alors, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de techniques dans ce que tu viens de nous présenter. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un catalyseur ? Alors rapidement, un catalyseur, c'est ce qui va aider une transformation chimique à se réaliser. Sans lui, elle ne se serait pas réalisée. C'est, si on veut utiliser une image, c'est une plateforme qui va aider à, par exemple, 2 réactifs à rentrer en interaction. Et la manière dont aura été élaboré le catalyseur, disons, selon sa morphologie, ce catalyseur va faire que ces 2 réactifs vont réagir pour conduire au produit souhaité. Et l'autre spécificité de cette espèce, c'est qu'au moment où le produit est libéré, le catalyseur également est libéré. Et il va donc pouvoir agir une fois de plus, et ainsi de suite, sur les 2 réactifs. Donc un catalyseur, c'est quelque chose dont on a besoin, mais en très faible quantité par rapport aux réactifs et aux produits qu'on va souhaiter délivrer. Est-ce qu'on peut parler de vecteur à la place de catalyseur ? Alors, un vecteur, c'est une plateforme, disons que sur ce catalyseur, et donc en fonction de ses propriétés, sa morphologie, sa place dans l'espace, tous les éléments qu'on va utiliser, ça va aider, et donc ça fait baisser, ça fait gagner également de l'énergie, parce que je vais parler de barrière d'activation. Pour faire réagir des espèces, il faut une barrière d'activation, donc apporter de l'énergie. Ce catalyseur va abaisser cette barrière d'énergie, et donc on va gagner de l'énergie pour réaliser la transformation. Si tu devais décrire ce catalyseur, qu'est-ce que tu dirais ? Le décrire. Alors, il y a beaucoup de formes, attention, de catalyseurs. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas encore précisé. On peut ensuite fixer toutes ces espèces sur des matériaux. Donc, on arrive, et j'ai des activités qui amènent justement au greffage sur des solides. Donc, ça amène des matériaux. Donc, le catalyseur, ça peut être donc une molécule sous forme liquide, ça peut être sous forme solide, ça peut être un matériau. C'est sa propriété qui définit qu'on va pouvoir parler de catalyseur ou pas. En quoi est-ce que ce projet répond à l'enjeu de stockage et de transport de l'hydrogène, comme tu l'as évoqué ? Alors comme je l'ai dit précédemment, le dihydrogène, donc c'est un gaz. Si on veut le transporter, c'est quand même plus facile de transporter un combustible comme on l'a actuellement. Donc l'essence, de manière générale, ce qu'on appelle le fuel, c'est sous forme liquide. Donc c'est beaucoup plus facile de transporter ce vecteur d'énergie sous forme liquide. Et donc le fait de faire passer l'hydrogène de forme gaz à liquide, en l'emprisonnant, en le stockant dans une molécule, ça va permettre ensuite de transporter cette source, ce vecteur d'énergie sous forme liquide comme on le fait actuellement. Et donc l'avantage, c'est d'utiliser les installations qu'il y a aujourd'hui. On pourrait très bien donc maintenant, avec la transformation du dihydrogène gaz sous forme liquide, transporter donc ce liquide comme on le transporte actuellement, mais ensuite on pourra le relarguer toujours avec le même catalyseur en utilisant une température plus élevée. Alors, pour qu'on comprenne bien ce qu'est l'hydrogène dont tu parles, je voudrais partager avec toi la découverte qu'on a faite l'été dernier en Lorraine d'un gisement qu'on a appelé naturel d'hydrogène blanc, et on a dit que ce gisement était d'un grand intérêt pour la transition énergétique puisqu'il s'agirait du plus grand réservoir mondial d'hydrogène. Est-ce qu'on parle du même hydrogène ? Alors, le dihydrogène n'existe pas en l'état. Il faut qu'il soit produit. Et le dihydrogène dont tu parles a été produit depuis des années, j'ai des milliers d'années, peut-être des millions, qui est issu de la décomposition végétale, tout un tas de choses. Et donc, c'est issu de fossiles. Et donc là, on parle d'un dihydrogène qui n'est pas renouvelable.
Donc évidemment, de découvrir des poches, donc c'est une poche de gaz qu'on ne peut pas renouveler. C'est quelque chose qui va s'éteindre, on va l'utiliser. Et ensuite, quelle que soit l'importance de ces poches, le dihydrogène, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas utilisé comme vecteur d'énergie. Il est utilisé pour des transformations, et notamment d'ailleurs pour la raffinerie de pétrole. Donc les quantités d'hydrogène qu'il serait nécessaire pour que le dihydrogène devienne un vecteur d'énergie, évidemment, c'est une quantité qui est très largement supérieure à même la production, à X fois la production d'hydrogène actuelle. Donc moi, ce dont je parle, c'est de l'hydrogène que l'on va produire par des sources d'énergie renouvelables, comme l'éolien ou le solaire. Cette énergie qui vient des sources renouvelables d'énergie, cette énergie, elle va être utilisée pour faire l'électrolyse de l'eau qui va nous permettre à ce moment-là de produire de l'hydrogène. C'est cet hydrogène vert que l'on va ensuite stocker et relarguer. Parfait, c'est bien plus clair. Et donc, on ne parle pas de la même chose quand on parle de production de dihydrogène d'un côté et de gisement d'énergie fossile de l'autre. Alain Higo, quelle a été ta source d'inspiration? Comment est-ce qu'elle était venue, cette idée de projet Catengie? Alors, cette source d'inspiration, je dirais qu'elle vient de 35 ans d'expérience, de recherche. Comme j'ai dit, notre mission, c'est de faire avancer la connaissance. Donc, on agence, évidemment, par rapport à notre expertise, à notre formation, mais également à tous les articles qu'on peut lire quotidiennement, puisque nous, notre crédibilité vient de la qualité des articles qu'on peut écrire au fur et à mesure des résultats qu'on obtient. Et donc, voilà, petit à petit, on a des propriétés, des espèces qui peuvent éventuellement être appliquées ou pas, on ne sait pas. Pour ce qui concerne Catengie, donc la transformation qu'on met en œuvre, c'est l'hydrogénation. Donc on va utiliser l'hydrogénation, pour hydrogéner par exemple le CO2, le dioxyde de carbone, pour justement emprisonner l'hydrogène dans un liquide, et dans ce cas-là, c'était l'acide formique. Et donc, il y avait une application implicite, transformer l'hydrogène et de le mettre sous forme d'acide formique. Et l'acide formique, c'est quelque chose qui est facilement transportable, que l'on connaît. Et ensuite, le catalyseur qu'on développait, on s'est aperçu que non seulement il hydrogénait, mais il déshydrogénait également si on le place dans des conditions différentes. Mais c'est issu quand même de beaucoup de travaux antérieurs. Et ces travaux antérieurs ont permis aussi d'autres avancées pour d'autres applications. Donc la recherche, on l'entend, c'est du temps long et c'est donc toute une somme d'expérience, d'avancement dans la connaissance qui donne finalement l'idée d'un nouveau projet tel que celui dont tu viens de nous parler. Ta carrière t'a conduit dans différents labos, dans plusieurs pays. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors je suis issu d'une trajectoire universitaire, on va dire, entre guillemets, classique. Donc, après ma licence, master, ma thèse de doctorat. Ensuite, j'ai été pendant 6 mois dans un laboratoire de recherche en Allemagne. Et ça, ça permet une ouverture d'esprit, non seulement au niveau scientifique, mais humain. Voilà, la manière de travailler, c'est extrêmement enrichissant. Et ensuite, j'ai réalisé un stage postdoctoral à l'université d'Utah aux États-Unis pendant 2 ans, qui a été extrêmement riche également. Ça demande beaucoup de travail. La finalité est la même, la manière peut-être de travailler, l'organisation est différente, et donc j'ai essayé de prendre un petit peu tout ça ensuite pour essayer de travailler, de mener au mieux le travail que je souhaitais développer avec mon expertise et avec évidemment tous les collaborateurs, puisque on n'est pas seul, on ne peut pas rassembler toutes les compétences, et donc on travaille toujours avec des personnes. Je fais de la chimie expérimentale, mais j'ai des collaborateurs en chimie théorique, et que ça soit pour des propriétés photophysiques ou ensuite sur les propriétés de transformation chimique aidées par un catalyseur. Nous travaillons en symbiose pour essayer de faire avancer la connaissance. Est-ce qu'il y a eu des figures emblématiques dans ta carrière qui t'ont inspiré ? Quand on prépare sa thèse, c'est quand même une étape dans notre cursus qui est extrêmement important, parce que là on travaille sur un projet, sur quelque chose qui nécessite beaucoup de travail, il faut vraiment s'investir. J'ai eu la chance d'avoir comme directeur de thèse Guy Bertrand, qui a su me faire prendre conscience que j'aimais ce travail d'enquête, je pouvais m'y employer sans compter. Il était toujours là, on a eu des discussions, je m'en rappelle,
rappelle, durant des soirées entières, autour évidemment de ce qu'on faisait, la manière dont il fallait le mettre en place. Et donc voilà, on peut dire qu'il m'a influencé dans le sens où il m'a fait découvrir que c'était exactement ça que je voulais faire. Et durant toutes ces années, j'imagine que tu as rencontré plein de situations différentes. Est-ce que tu aurais une anecdote à partager ? Alors une anecdote, c'est un petit peu difficile parce que là ça se bouscule un petit peu. Je dirais simplement que il faut être obstiné. Quand on sait qu'on a une bonne idée, il faut aller de l'avant parce que des fois on peut rencontrer des personnes qui ont autorité ou qui font l'autorité et qui vous disent non, ça c'est de la chimie de 30 ans. Alors si je vous donne cet exemple-là parce que ça m'est arrivé. Mais voilà, il faut continuer, il faut être très très obstiné et avec toujours évidemment d'avoir des bons arguments à proposer. Ça, c'est la qualité à avoir quand on est chercheur. Est-ce que ce projet Katenji est terminé ? Est-ce qu'il va se poursuivre ? On regarde un peu partout avec attention les évolutions des recherches concernant l'hydrogène comme source d'énergie décarbonée, tu l'as précisé. Quelles sont les suites finalement à 5, 10 ans ? Alors là, précisément, pour le projet Katenji, l'idée maintenant, c'est d'utiliser et de stocker le dihydrogène dans un autre liquide. Alors c'est un challenge encore plus difficile. On veut le stocker, donc l'emprisonner dans un liquide qui nous permettrait ensuite de relarguer 3 molécules et non plus une molécule de dihydrogène. Donc ça veut dire qu'il faut développer une nouvelle molécule, un nouveau catalyseur qui va permettre donc l'hydrogénation d'une espèce qui va nous permettre de mettre l'hydrogène sous forme liquide et là ça serait notamment le méthanol et ensuite pour le relarguer, le méthanol dans l'eau nous permettrait avec ce catalyseur que l'on n'a pas mis encore en place, mais on a évidemment des idées pour ça, qui nous permettrait ensuite, ce même catalyseur nous permettrait de relarguer 3 molécules d'hydrogène et ce liquide serait plus facilement transportable. Donc l'avantage c'est qu'on en libère 3, donc au niveau du volume, on a dans une molécule 3 molécules d'hydrogène, donc ça nous fait des volumes encore plus faibles et donc pour le transport c'est encore plus facile. C'est donc que quand un projet se termine, finalement, il ne se termine pas. Jamais. On poursuit. Et pour plusieurs années à suivre. Merci Alain Higo, c'était un plaisir de t'écouter parler chimie. Merci. Qu'est-ce que tu cherches est un podcast produit par le CNRS. On peut en retrouver tous les épisodes sur les applications de podcast. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.